Bonjour, Jamel Rouche et Elisabeth Arendt. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette audition avec nous dans le cadre de la commission d'enquête de suivi du Covid-19. Donc, vous êtes présidente et bénévole actif de l'association Villegifois Solidaire qui gère l'épicerie sociale et solidaire. Peut-être que je vous laisse commencer tous les deux sur comment vous vivez la situation pour l'épicerie solidaire dans cette crise sanitaire. Et puis après, j'aurai quelques questions à vous poser. Bon, ben, Bonjour. bonjour Mathilde. Ben, écoute, je vais commencer. Nous, depuis le début du confinement, on a reçu nos familles habituelles. On a quand même 31 familles qui sont suivies par les services sociaux du département et de la ville et qui sont orientées sur l'épicerie sociale et solidaire. Et au fur et à mesure du temps qui passe, les structures autres qu'aide alimentaire sur la ville ayant fermé pour pouvoir se réorganiser en fonction de leurs bénévoles qui pouvaient venir ou pas venir, on a eu des grosses demandes de la part des services sociaux, mais aussi des autres associations qui ne pouvaient pas satisfaire aux demandes. Donc là, l'association a quand même, heureusement qu'on est une association, on est très souple au niveau une utilisation de tout ce qui est logiciel d'épicerie, prendre des décisions, on prend des décisions rapidement. Et donc là, on prend des familles qui ne passent pas par la commission d'accès habituelle qui se tient tous les mois, puisqu'on ne peut plus faire de commission. Donc, il y a eu plusieurs décisions de prise. C'est renouvellement systématique des familles qui sont habituelles de l'épicerie solidaire, réactivation des anciennes familles qui avaient fini leurs 6 mois de participation à l'épicerie solidaire parce qu'ils rencontrent des difficultés vu la crise actuelle. Et en plus, on prend systématiquement toutes les familles qui nous sont envoyées, qui par le secours populaire, qui par l'espace des départementales solidarité ont des besoins, qui par le secours catholique. Et en plus, on est en relation très suivie avec l'association Rome Europe pour agir sur les bidonvilles, pour pouvoir aller chercher les denrées et tout ce qui est nécessaire pour ces personnes qui ont vraiment, qui eux, alors vraiment, ont des grosses, grosses difficultés. Voilà, et via le Secours populaire, on aide aussi un bidonville de Villejuif. Voilà. Donc, on a eu des demandes qui ont vraiment explosé. Et nous, maintenant, normalement, en épicerie solidaire, on tient compte du reste à vivre. Les personnes doivent avoir un projet. Il y a des règles très précises pour accéder à l'épicerie solidaire. Eh bien, ces règles ont un peu volé en éclats. Nous, on pense qu'il est plutôt important de faire face à l'urgence alimentaire, quelle que soit la situation. Alors, il y a des familles qui peuvent participer très modestement. Il y a des familles qui ne participent pas du tout. Donc ça, c'est pas grave pour nous. On les laisse entrer dans l'épicerie, se servir de ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont le choix de ce qu'ils prennent, de ce qu'ils achètent. On ne fait pas de panier. C'est-à-dire, on fait toujours le libre service. Nous, on tient beaucoup à ce que ces gens qui viennent puissent vraiment faire comme s'ils venaient faire ses courses dans un magasin comme tous les autres magasins. On met vraiment beaucoup de choses en rayon, beaucoup de choses frais, des produits laitiers. Et on tient vraiment à ce que les gens puissent voilà, être autonomes, voilà, gérer eux-mêmes leur panier. Voilà. Donc, un gros, gros, gros travail parce que du coup, on a quand même un bon soutien de la Banque alimentaire. On a eu l'autorisation de la Banque alimentaire de venir 2 fois par semaine, alors que normalement, vu le nombre de foyers inscrits, on n'a qu'une seule fois le passage par semaine. Là, on a le droit à venir 2 fois et on vient avec 2 voitures à chaque fois qu'on remplit à ras-bord. C'est-à-dire que là, chaque semaine, à la Banque alimentaire, on vient prendre plus de 600 kilos de marchandises. Hein. À chaque passage. À chaque passage, hein, sur 2 voitures remplies. Voilà. Tu disais, depuis le début du confinement, on a les familles habituelles et puis les autres familles avec une explosion de la demande. Du coup, tu sais combien de familles vous suivez maintenant à peu près? Oui, on a presque 50 familles, tu vois. Et en tout, la composition des familles, c'est plus de 1000 personnes. Et ça continue. Hein. Hier encore, j'ai reçu un SMS du Secours catholique qui m'envoie encore 3 familles. Beaucoup de femmes seules avec des enfants en bas âge.
avec des besoins, je veux dire, il n'y a pas que l'alimentaire aussi, il y a des besoins très forts en produits d'hygiène et d'entretien. Les couches bébés, c'est très, très cher. Jamel, tu veux rajouter quelque chose Oui, sur le point oui. général? Sur le ravitaillement, effectivement, on a été très réactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé notre activité le 17 mars, au jour de confinement. On a continué au départ à travailler entre guillemets normalement, en s'interrogeant sur est-ce que les gens viendront, ne viendront pas, etc. Et on s'est très vite rendu compte que, effectivement, Elisabeth l'a dit, que la demande sociale, la demande alimentaire, elle a explosé quoi, à ce moment-là. On a doublé nos volumes en un mois. Ça, quand on compare les volumes de janvier et les volumes entre le 15 mars et le 15 avril, on est du simple au double. On a doublé les quantités distribuées. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Elisabeth, on a à la fois les familles inscrites, voilà, qui nous sont envoyées par les services sociaux, que ce soit la ville ou le département. Et en plus de cela, on a une nouvelle demande, effectivement, qui a émergé, à la fois les anciens bénéficiaires de l'épicerie qui sont revenus, et puis on a été sollicité par d'autres associations, y compris de grosses associations, hein, comme le Secours Populaire, parce qu'elles-mêmes avaient des problèmes de ravitaillement, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de demandes aussi. Voilà, donc on s'est coordonnés, on travaille avec elles, avec ces associations de concert. Je pense aussi à Rome Europe, parce qu'il y a un problème spécifique, effectivement, au squat et sur la ville et aux alentours. Donc voilà, à l'arrivée, on a doublé les quantités. Il y a une très forte demande. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on sent bien que l'urgence, elle est sanitaire, mais elle est alimentaire aujourd'hui. On voit des gens qui arrivent et qui ne peuvent même plus payer quoi, le minimum qu'on demande aux familles en temps normal, quoi, c'est-à-dire un dixième du prix du panier. Donc voilà, on sent bien aujourd'hui cette fragilisation des familles, notamment des familles monoparentales. Elisabeth l'a dit. Voilà, on est vraiment sur des populations à la fois classiques, familles monoparentales, mais aussi, et je pense que ça c'est un peu notre angle mort, on sent bien aussi qu'il y a des populations qu'on ne touche pas, ou qu'on a du mal à toucher. Alors celles qu'on a du mal à toucher, mais qu'on a réussi à, voilà, un peu à aider, c'est tous ces camps de Rome où on n'entre plus d'ailleurs aujourd'hui, y compris les associations. Voilà, le confinement rend les choses compliquées, mais on a aussi l'angle mort de populations qu'on ne voit pas et dont on sait, parce qu'on a des retours, qu'elles souffrent. On pense aux étudiants, il y a une cité étudiante sur la ville, on pense aussi aux travailleurs indépendants, mais ces populations-là, on ne les touche pas en fait. Voilà, parce qu'il y a une sorte de barrière sans doute, peut-être psychologique aussi, hein, parce que ce n'est pas des populations habituelles, etc., et que les démarches sont plus compliquées. Et elles sont d'autant plus compliquées qu'aujourd'hui, les CCAS sont de fait difficiles d'accès, quoi, parce que le seul lien est un lien téléphonique. Et beaucoup d'ailleurs de nos bénéficiaires nous disent qu'ils ont du mal à joindre les services sociaux, notamment municipaux. Oui, c'est hyper important là ce que vous dites sur en fait la crise sanitaire, c'est devenu une crise sociale et économique et malheureusement ça s'accroît de plus en plus parce que bon, il y a plein de familles qui ont plus enfin il y a plus d'école donc il y a plus de cantine donc il y avait des familles qui comptaient quand même beaucoup sur ce repas-là. Il y a des baisses de revenus pour plein de familles et on sent que ça s'aggrave au fur et à mesure. Il y a un chiffre très impressionnant qui est paru dans la presse du préfet de Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, qui alerte le préfet de région d'Île-de-France en disant qu'il craint que dans les semaines qui viennent, il y ait entre 10 000 et 15 000 personnes juste pour la Seine-Saint-Denis qui aient du mal à se nourrir. Et je pense qu'on peut reproduire ce chiffre aussi malheureusement pour le Val-de-Marne. Et du coup, là, le gouvernement a décidé de débloquer 39 millions d'euros, alors avec 14 millions pour les territoires en difficulté et 25 millions pour les associations.
Et il y a ce fameux chèque qui serait donné aux familles en difficulté, donc qui serait de 105 € par foyer avec des chèques d'urgence alimentaire. Et ensuite, l'aide qu'ils ont promis aux familles, ça serait 150 €, mais qui n'arriverait que le 15 mai. Donc, on est très loin de régler l'urgence alimentaire. Et y compris, il y a beaucoup d'associations qui disent qu'il faudrait au moins 250 € par mois et par personne. Est-ce qu'à votre avis, c'est à la hauteur? Bon, déjà, ils viennent de débloquer ça hier, hein, donc ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir tenir dans la durée, parce que cette crise sociale, elle ne va pas s'arrêter avec le confinement? Voilà, un peu avoir vos impressions et votre analyse sur ces questions-là. Alors, moi, je ne sais pas, mais ils ne sont jamais allés faire un plein de courses, même à Lidl, par exemple. Parce que pour les familles qui ont des problèmes financiers, les mamans le disent, même à Lidl, c'est cher. Et avec l'histoire du confinement, les gens, à l'épicerie solidaire, là, hier, j'ai parlé avec une maman qui est toute seule avec 5 enfants. Et elle a pris au moins 10 kilos de fruits et légumes, elle a pris tout ça parce qu'il n'y a plus de la cantine, donc il faut leur faire un repas. Et elle m'a avoué qu'elle-même ne mangeait pas pour que ses enfants puissent manger. Et je lui ai dit, ah ben non, ça ne va pas, il faut manger vous aussi, parce que si vous ne tenez pas le coup, qui va s'occuper de vos enfants? Et je pense qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. On le sait bien, il y a des parents qui se privent pour que les enfants puissent manger. Et je pense que 100 € là, enfin, je veux dire, si c'est pour aller dans un magasin classique, même type Lidl ou les discounts et tout, c'est insuffisant. Insuffisant. Tu remplis le caddie, tu en as déjà, et un caddie, ça tient même pas une semaine quand on a au moins 2-3 mômes. Voilà, il n'y a pas de cantine. Bon, alors dans les épiceries comme ça, type épicerie solidaire, je pense qu'avec 200 €, ça peut le faire parce qu'ils ne payent que 10% du prix de la valeur, mais après, bon, faut pouvoir ouvrir les portes des épiceries solidaires le temps de cette crise alimentaire, mais il faut aussi soutenir les associations, parce que nous, on charrie des kilos et des kilos, et je dirais même plusieurs tonnes de marchandises en allant 2 fois à la banque alimentaire, mais il y a aussi qu'on passe par des centrales d'achat. On va à Rungis 2 fois par semaine au Halles, mais les fruits et légumes, même à Rungis, sont augmentés pour que les gens aient des produits frais. On va dans les grossistes, tout ça, les œufs, le lait, le beurre, tout ça, on paye au prix fort, mais on continue à le vendre qu'à 10% du prix. Quand c'est pas que, on sait très bien les difficultés de certaines familles, donc c'est un beurre acheté, un beurre offert, un pack de lait acheté, un pack de lait offert. Vous voyez, on respecte la dignité des personnes. Pour qu'on puisse respecter la dignité des personnes, nous, il faut qu'on ait de la marchandise. Voilà, on va pas, voilà, ils vont venir. Moi, ils ont pris 1 kilo, là, il a acheté plein de poires hier à Rungis, il en a, je sais pas combien de kilos tu as pris, ou à la banque alimentaire, et ça va être 1 kilo de poires acheté, 1 kilo de poires donné. Voilà, hein, et le kilo de poires, ils vont le payer 15 centimes, parce que nous, fruits et légumes, quel que soit le fruit et le légume, on ne fait pas de différence. Et en plus, heureusement, on a la MAP qui nous donne des choses. On a la MAP qui nous donne des fruits, des légumes bio. Donc, voilà, 1 kilo de patates bio, c'est le même prix qu'1 kilo de patates. On ne fait pas de différence pour que les gens puissent aussi se nourrir en bio à un prix comme les autres. Donc, 1 kilo de patates bio acheté, 1 kilo de patates bio offert, voilà. Donc, il va falloir aider les associations. Nous, on a fait une vidéo qu'on a mise sur YouTube, qu'on a mise sur notre mur Facebook et sur notre Twitter de l'asso pour des dons. On a reçu des dons, il y a des gens qui ont fait des virements parce que c'est pareil aussi, les administrations. Nous, on signe des conventions avec le département et la municipalité pour avoir des subventions annuelles, mais on est au mois d'avril, on n'a toujours pas touché notre subvention 2020. Voilà, donc c'est pas aussi avec les cotisations des adhérents de 10 € par an pour que les gens des quartiers sud dans lesquels on est puissent faire partie de l'association, parce qu'il y a même des gens, même 10 € par an, ils me les payent en petites fractions, ils me donnent 2 € par-ci, 2 € par-là. Et moi, je ne veux pas augmenter la cotisation. Et donc, on a fait appel aux dons. Heureusement que parmi les adhérents, on a des gens quand même qui ont un peu d'argent, qui ont fait des gros chèques ou des gros virements. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il y a une faillite, ou je ne sais pas, où on compte beaucoup trop sur les associations, sur les citoyens qui prennent un peu les choses en main.
Et là, quand j'ai mis la vidéo sur YouTube, tout à coup, j'ai eu un coup de téléphone du maire qui dit qu'il a fait le nécessaire pour que la subvention 2020 soit versée, mais que c'est la trésorerie, patati patater, mais bref, qu'il allait faire le nécessaire. Ça fait une semaine, on n'a toujours pas l'argent sur le compte. Bon, là, le département, je vais rencontrer le conseiller départemental. Ça va être pareil, quoi. Je vais lui demander s'il compte nous virer la subvention 2020 à la fin de l'année. Parce que c'est ça aussi le problème. Les subventions annuelles, on les touche. Je veux dire, on roule pendant une année avec notre propre argent que heureusement les adhérents donnent, mais les administrations, je sais pas, ils te versent ça pour l'année 2020, ils te versent ça en novembre-décembre, quoi. Et puis moi, franchement, vu l'urgence, là, j'ai pas le temps de répondre à tous les appels à projets, tous les dossiers à remplir, tous les objectifs à atteindre, parce que j'ai envie de tout barrer, de mettre, faire manger les gens tout simplement, quoi. Tu vois ça aussi. Tu vois des appels à projets, urgence Covid, ceci, cela. Tu as des dossiers de 10 pages à remplir, ton numéro de SIRET, enfin, tu vois le truc, quoi. Moi, ça va, quoi. J'ai pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. Nous, il faut aller chercher les trucs, il faut les mettre en stock, il faut les étiqueter, il faut faire le code barre, il faut laver l'épicerie toutes les 5 minutes, il faut mettre en rayon. Voilà, donc ça va, quoi. Il faut un peu, je sais pas, il faut que les décideurs, ils soient un peu conscients de ce que ça donne dans la pratique. Je pense qu'il faudrait venir une fois, un jour d'ouverture et un jour où on va faire les achats, ou après on met en rayon. Je veux dire, c'est pas que le jour d'ouverture, le travail. Nous, toute la semaine, au moins une demi-journée par semaine, on y est. Et c'est bas hein, quand je dis une demi-journée, hein, parce que parfois on y reste quand même pas mal de temps. Hein. Pour rebondir sur ta question au départ, celle du chèque alimentaire à 205 €, effectivement, bon, ça va permettre de desserrer la contrainte budgétaire pour les ménages les plus pauvres. Enfin, 105 €, c'est déjà ça. Maintenant, se pose la question des modalités de distribution de ces bons alimentaires. Là aussi, il y a un grand flou et la question de l'articulation entre l'échelon de l'État et l'échelon déconcentré au niveau des départements, parce que je ne sais pas si c'est les préfets qui vont gérer ça, puis l'échelon décentralisé, c'est-à-dire au niveau des CCAS, mairies, comment va se jouer l'articulation entre ces différents échelons et combien de temps ça va prendre. Plus globalement, en fait, ça pose une question à laquelle on est confronté depuis le début du confinement, c'est celle effectivement du mésalignement. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les autorités publiques, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales, ont souvent un temps, voire 2 temps de décalage par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une difficulté dans la réactivité des collectivités territoriales et de l'État qui fait que nous, on doit faire la soudure et gérer les demandes et les urgences. Et c'est vrai que souvent, enfin en tout cas au départ, on s'est senti un peu seul, quoi. Un peu seul parce qu'il y avait pas mal d'associations caritatives qui, faute de bénévoles, ont fermé au départ, ont fermé leurs portes. Les pouvoirs publics étaient un peu aux abonnés absents. Et c'est vrai qu'au tout début du confinement, on s'est retrouvés vraiment livrés à nous-mêmes, ne sachant pas vraiment quelles seraient les demandes. Bon, maintenant, on voit un peu plus clair. On sait qu'il y a une augmentation des demandes, qu'il y a une vraie urgence sociale, que cette urgence sociale, effectivement, elle va aller au-delà du déconfinement, parce que on touche des gens qui, au départ, sont déjà dans une situation de grande difficulté, de grande précarité, et le fait que l'activité économique se soit arrêtée, cela a accentué les difficultés, notamment c'est traduit par une baisse de revenus, quoi. Bon, donc, et ça va avoir des effets au-delà du 11 mai. Donc, nous, on sait qu'on est on va au-devant d'un certain nombre de difficultés, notamment comment trouver des moyens pour assurer le ravitaillement, pour assurer finalement le suivi. Et effectivement, Elisabeth l'a dit, on a fait un appel aux dons, à la générosité des 28 fois et celles et ceux qui ont pu entendre parler de l'épicerie. Donc ça, c'est bien parce qu'on a eu des retours. Mais ce qu'on attend aussi de la part des pouvoirs publics maintenant, c'est d'une part, effectivement, de débloquer les subventions
qui ont été votés pour 2020, qui ont été votés en 2019 pour 2020. Donc là, il y a vraiment urgence. C'est la question aussi de la rallonge, parce que comme les besoins ont augmenté, nécessairement, nous, on ne peut pas continuer. Voilà, la situation est exceptionnelle, donc voilà, est-ce qu'il y aura rallonge exceptionnelle et de quel montant? Alors on parle d'aide aux associations, là aussi. Qui va les distribuer? Est-ce que ça c'est au niveau des autorités déconcentrées? Selon quelle modalité? Ouais, il faut encore remplir un dossier de 15 pages, merci. Hein. Non, c'est vrai. Donc voilà, c'est des questions très concrètes parce qu'il y a des effets d'annonce, enfin il y a des annonces même, voilà, au niveau de l'État, bon, très bien. Mais la question c'est voilà, à quel moment et sous quelle forme, voilà, ça va arriver. Et là il y a un grand flou. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment, nous, de répondre à une demande, mais d'être un peu suspendu dans les airs, un peu seul en fait. Et pour continuer sur ce que vous disiez tous les deux, tout à l'heure, tu as dit, Elisabeth, qu'il y avait une faillite de l'État et les associations, et c'est ce que tu disais aussi, Jamel, étaient assez seules au début. Et heureusement que les associations sont là pour pallier à cette urgence, parce que s'il n'y avait pas des citoyens et des citoyennes engagés pour le faire, il y aurait des gens qui seraient vraiment laissés seuls dans une situation dramatique. Pour aller un petit peu, donc là, vous dites que vous êtes dans une situation d'urgence. On va mettre le lien pour les gens de l'appel aux dons pour qu'ils puissent participer pour celles et ceux qui peuvent. On sait que donc on a une date de déconfinement progressif qui est le 11 mai. On sait qu'à partir du moment où l'État va arrêter notamment le chômage partiel, on risque d'avoir une explosion du chômage avec des boîtes qui vont fermer et donc des gens qui vont là aussi se retrouver dans des situations terribles. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place à la fois pour aider les associations et puis aussi pour que l'État prenne sa part aussi dans le choc de solidarité qu'on devrait avoir pour faire face à cette crise? Moi, je pense qu'il faut soit donner des subventions aux associations pour qu'elles puissent continuer à aller acheter des marchandises, voilà, ou soit que l'État négocie auprès de distributeurs des tarifs préférentiels, je ne sais pas moi, pour qu'on puisse acheter encore moins cher que ce qu'on trouve. Voilà, c'est une question d'organisation. Soit on donne de l'argent aux associations pour qu'elles puissent continuer à aller à Rungis, à la banque alimentaire, trouver d'autres fournisseurs. Parce que moi, j'ai les yeux explosés de regarder sur Internet là où c'est le moins cher pour aller chercher 100 bouteilles d'huile. Là, l'autre jour, on est allé à Rungis, on a trouvé 250 kilos de farine. On les a pris, il a bien fallu les payer de cash, hein, les 250 kilos de farine. Bon, parce que les gens, voilà, ils veulent de la farine, ils veulent des œufs, ils veulent du lait, ils veulent tout ça. On les paye quand même cash, même si c'est chez un grossiste. Ça reste quand même encore assez cher. Donc, parce qu'on prend des grosses quantités. Et les 250 kilos de farine, ils vont nous faire je dirais 2 semaines, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, non, vous prenez qu'un kilo de farine. Les gens font leur pain eux-mêmes. Avec le confinement, les mamans disent qu'elles font des crêpes, elles font des gâteaux, pâte à terre pour les gamins. Voilà, quoi, je veux dire, 1 kilo de farine, quand tu es 5 à la maison, ça va vite. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut soit on donne de l'argent aux associations pour qu'elles puissent continuer à aller acheter les marchandises là où elles vont, ou soit on négocie auprès de centrales d'achat, auprès de certains des grossistes, des choses, pour qu'on puisse aller, et puis c'est l'État qui règle le truc, quoi. Il faut qu'on puisse continuer, que les gens puissent continuer à pousser la porte et qu'il y ait des choses en rayon. Et puis, surtout aussi, là où on a eu quand même au début, c'est l'histoire des masques et des gants. Nous, là, on est en train de… Il y a des bénévoles qui font des masques en tissu qu'on donne aux bénéficiaires, parce que ça aussi, nous, c'est très réclamé par les bénéficiaires, les masques et les gants. Et nous, on ne leur fait pas payer. Et le gel alcoolique, quoi. Nous, quand ils rentrent à l'épicerie, ils vont se laver les mains. On a mis du savon, on a mis tout ça en place. On a mis des essuie-mains papier jetables, enfin tout ça. Mais ils nous disent que, voilà, même eux, pour eux, c'est cher d'acheter ça.
Pour eux, c'est très cher. Donc, nous, on leur en donne, mais voilà, c'est cher aussi pour l'association, quoi. Voilà. Mais là, on a des bénévoles qui font des masques en tissu, mais il faut acheter le tissu, enfin bref, tout le truc, quoi. Hein. Et puis, nous, on voudrait pouvoir donner, parce que on en donne 1 ou 2 par famille, mais bon, quand ils sont 6 à la maison, bon, ça paraît un peu dérisoire, quoi. C'est un geste. Mais voilà, il faudrait qu'on puisse avoir aussi, nous, des masques élégants pour que les gens puissent, quand il va y avoir le déconfinement, il va y avoir certainement le masque obligatoire, il faut que les gens puissent avoir des masques. Voilà, où est-ce qu'on achète ça? On est conscient, on touche une part infime de la population. Que si on prend les grandeurs statistiques de la pauvreté, etc., bon, effectivement, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, mais on sait bien qu'on fait un travail à notre niveau et qu'on touche, certes, un centre de famille non négligeable, mais on ne voit qu'une partie infime de la situation. Et que, bien entendu, les pouvoirs publics sont indispensables dans cette affaire. Et il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Alors, Elisabeth a parlé des moyens financiers. C'est vrai que nous, quand on va faire nos achats de denrées alimentaires, on les paye cash. On n'a pas de facilité de paiement. On les paye cash comme n'importe quel commerce. D'accord. Donc ça, c'est une difficulté parce que nous, on a besoin de ressources. Et nos seules ressources, ce sont les dons et les subventions. Bon. L'autre problème, c'est qu'il faut distinguer ce qui relève de la distribution de denrées alimentaires. Et là, on sait faire, à peu près. Donc là, on a vraiment juste besoin de moyens pour pouvoir assurer le ravitaillement. Mais il y a aussi la distribution de repas. Et ça, nous, on n'a pas les moyens, ni le droit de le faire. Et là, il existe des infrastructures publiques qui sont aujourd'hui inemployées. Enfin, les cuisines centrales, avec des moyens concrets pour pouvoir faire des repas, assurer la chaîne du froid, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces moyens, ils sont là, en jachère, alors qu'en face, il y a des besoins qui sont immenses. Et donc, peut-être aussi réfléchir. Enfin, j'ai vu qu'en Seine-Saint-Denis, le Conseil général a essayé de mettre en place des distributions de repas à travers la réutilisation des cuisines centrales au niveau des collectivités territoriales, au niveau des établissements scolaires. Je pense que si on peut utiliser ces moyens qui aujourd'hui sont pourtant bien présents et sont opérationnels, ça desserrerait la contrainte. D'autant plus qu'il y a une grosse incertitude sur la réouverture des cantines scolaires à partir du 11 mai. Et c'est aujourd'hui qu'on voit à quel point la restauration scolaire remplit une fonction de redistribution. Les familles, aujourd'hui, il faut qu'elles gèrent 2-3 repas par jour. Et le repas de midi, c'est un repas important pour les enfants. Donc distribution de denrées, les assos peuvent le faire, et je dis vraiment merci, heureusement que la banque alimentaire existe, quoi, parce que sinon aujourd'hui on serait complètement noyé. Mais il faut aussi penser à ce qui relève, surtout à partir du moment où on va déconfiner, à ce qui relève de la distribution de repas. Et ça, c'est une autre, parce que il est là l'angle mort dont je parlais tout à l'heure, quoi, parce que nous on arrive à toucher des familles qui ramènent des denrées à la maison, etc. Mais je pense aux personnes seules, isolées, aux personnes âgées. Là il y a quand même, et l'infrastructure existe. Enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui une question à la fois de volonté politique, mais aussi d'organisation concrète, quoi. Comment on réoriente ces infrastructures publiques pour gérer la crise alimentaire et la crise sociale. J'ai quelque chose à dire. J'ai un témoignage d'une dame hier. Elle est au chômage partiel. Elle va toucher que 420 € ce mois-ci. Elle a 4 enfants. Donc, son loyer, elle a un petit peu peur. Et elle dit que depuis le confinement, en fait, les mots… est-ce que c'est parce que les gosses sont là? Je ne sais pas. Mais enfin, sa facture d'électricité a augmenté. Et sa grosse crainte, c'est qu'elle ne puisse plus payer son électricité, que son électricité lui soit coupée.
Et je lui dis, oh ben non, quand même. Elle dit, parce que si j'ai plus d'électricité, je ne peux pas faire cuire à manger. Donc ça aussi, il faut penser à ça, les factures d'eau, d'électricité, voilà, parce que… Et puis les loyers, tu touches 420 € par mois, le minimum loyer sur vie de juive. Bon, je crois qu'elle a, ouais, avec ses gosses, je pense qu'elle doit payer à peu près ce prix-là au niveau du loyer, même si elle a la PL et compagnie. Là, il y a des gens, ils sont super inquiets, hein, super inquiets. Hein. Et alors, il y a autre chose aussi que les gens m'ont dit. Alors là, c'est un truc de dingue. Déjà, moi, j'ai déjà utilisé pratiquement 2 cartouches d'encre. Le papier, la sortie dérogatoire, là, on en imprime une centaine à chaque ouverture et on en donne quelques exemplaires à chacun. Les gens n'ont pas de quoi imprimer ce papier et ils ne veulent pas mettre sur leur téléphone. OK ? Ensuite, après, il y a l'école à la maison. L'autre jour, il y a une dame qui m'a envoyé à l'association, qui m'a envoyé tout un dossier envoyé par la maîtresse pour la gamine. Il y avait 15 pages. 15 pages. Et donc, elle est venue à l'épicerie les chercher. Et je lui dis, ben voilà, je lui dis, mais vous en avez souvent des… Parce que le dossier, je trouvais qu'il était conséquent. Elle me dit, oui, mais d'habitude, je recopie tout à la main, mais là, j'en peux plus, je suis fatiguée, Elisabeth. Parce qu'elle n'a qu'un tout petit téléphone pour avoir Internet. Et donc, là, il y a aussi ce souci-là, quoi. Les gens, ils veulent bien faire le travail de l'école. Ils voient bien que c'est important. Mais dans quelles conditions sont-ils, quoi? Et donc là, on a, voilà, du coup, il y avait une autre maman qui a entendu, donc j'ai encore imprimé d'autres trucs. Et donc, voilà le relais aussi qu'on est, c'est qu'il y a des besoins pour l'école aussi, quoi. Si ça continue l'école à la maison, mais tout le monde n'a pas une imprimante, tout le monde n'a pas un ordinateur. Et il faut savoir que, voilà, comme cette maman, il y a peut-être beaucoup de parents qui recopient tout à la main pour que le gamin puisse faire les devoirs. Ils sont quand même dans des situations… moi, quand elle m'a dit ça, les bras m'en sont tombés, hein, quand même. Et je lui ai dit, mais il faut le dire à la maîtresse que vous n'avez pas de quoi imprimer, et que vous en avez marre d'écrire et que vous ne faites plus les devoirs, et puis c'est tout. Bien sûr. 15 pages. Mais il y a quelque chose qui ressort de ce que vous dites de manière très forte. Tout à l'heure, ça a été dit, c'est à quel point vous contribuez en fait à sauvegarder la dignité des gens. Et même avant cette crise sanitaire, et probablement après, ça sera encore pire, on est quand même dans une situation de honte la plus complète. On est le 6e pays, je crois, maintenant le plus riche au monde. On a 9,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et ça va encore malheureusement s'aggraver. Alors, il y avait plein de propositions qui avaient été faites, moratoire des loyers. On avait déposé une proposition de loi sur cette question-là. Pour l'instant, ça a été refusé. Un chèque spécial pour les familles en précarité énergétique, ça revient à ce que tu disais, Elisabeth, sur la facture, pour que les gens n'aient pas des tonnes de factures qui s'amoncellent en plus de la crise sociale et de la baisse du revenu qu'il y a. Ça aussi, ça a été refusé. Et une des choses, et peut-être pour voir un peu comment vous voyez le monde d'après aussi, parce que tout le monde parle du monde d'après. Bon, là, on voit que celles et ceux qui sont en train de travailler en première ligne, c'est ceux qui sont les moins reconnus de la société, ceux qui sont les moins payés. Et on me rappelait quelque chose d'intéressant dans une audition, c'est que lors de la Première Guerre mondiale, il y avait eu un moratoire sur les loyers qui avait été organisé par l'État et qu'il y avait eu aussi une taxe sur les profiteurs de malheur. Et donc, Emmanuel Macron répétant sans cesse que nous sommes en guerre, à ce moment-là, pourquoi ne fait-il pas une taxe sur les profiteurs? Ça peut être les grandes surfaces, ça peut être Amazon, Disney, Corian, enfin toutes celles et ceux qui sont en train de se faire de l'argent sur cette crise sanitaire. Enfin, vraiment, les profiteurs de malheur, c'est la même chose. Et c'est la même chose sur les moratoires des loyers qui avaient été organisés à ce moment-là. Donc, ça a déjà été fait dans l'histoire de France. En tout cas, il y a un énorme enjeu autour du partage des richesses qui se fait aussi au niveau de l'État et qui ne se fait pas seulement par la bonne volonté et l'immense dynamisme des bénévoles, des associations qui tentent tant bien que mal de faire respecter la dignité des gens. Mais il y a aussi quelque chose, moi, qui me tarabuste, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont usagers de l'épicerie, qui sont non imposables. D'accord? Donc, ils sont reconnus, voilà, non imposables. Mais par contre, quand ils vont faire les courses, ils payent un autre impôt qui s'appelle la TVA.
Donc, sont-ils non imposables ou pas? Parce que moi, je vois bien sur les factures qu'on paye à l'épicerie. Parce que nous, on paye la TVA, hein, les associations payent la TVA. Et je peux te dire que sur une grosse somme, ben, tu te rends compte que c'est énorme. Et ça pourrait te faire. Enfin, moi, je calcule en plein à la banque alimentaire maintenant. Tu sais, mon échelle de trucs, là, c'est. Waouh, quand je vois le montant total de la TVA, je fais waouh, c'est un coffre rempli de la banque alimentaire, ils exagèrent quand même. Voilà. Parce que je vois que quand tu as une grosse. Quand tu fais un gros achat, ben, la TVA, c'est une grosse somme quand même. Donc, moi, je trouve que ça, il faudrait peut-être aussi voilà, le porter quand même. La TVA, c'est un impôt. Et les gens qui sont reconnus non imposables, s'ils sont non imposables, ils sont non imposables. Et ça aussi, ça les soulagerait peut-être quand ils font certains achats. Même sur une facture d'électricité, tout ça, tu as la TVA. Enfin, je veux dire, c'est l'État, ça, non, la TVA. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc ça, peut-être aussi, il faudrait peut-être dire, voilà, cette forme d'impôt, elle est quand même, elle n'est pas juste non plus, parce que si on est reconnu non imposable sur ses revenus, ça veut dire qu'on n'a pas de revenus. Donc on ne va pas aller payer en plus un autre impôt, alors l'impôt indirect, comme ils disent, là, il faut peut-être un peu le réclamer, ce truc-là, parce que ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, quand tous ces TVA s'ajoutent sur un budget, ça fait beaucoup. Bien sûr. Et ça permet peut-être de faire un petit plein de courses au bout du compte. Donc, je ne sais pas. Je trouve que c'est quelque chose aussi. Il y a peut-être des choses qui. Voilà, il y a peut-être des choses à réfléchir là-dessus, de ce côté-là aussi. Parce que c'est pas que les gens veulent pas payer, hein. Les gens, ils veulent payer, ils veulent participer. Mais c'est que, voilà, c'est au niveau de leurs revenus, quoi. C'est le truc. Quand tu vois qu'à l'épicerie, tu as quand même la majorité des gens ont des restes à vivre journaliers inférieurs à 3 euros. Tu te rends compte? Comment tu fais pour faire manger ta famille quand tu as 3 euros? Vas-y, Jamel. Ouais, non, mais effectivement, de toute façon, la crise actuelle, elle exacerbe les inégalités. Voilà, les inégalités existaient déjà. Voilà, mais là, on voit bien à quel point, effectivement, enfin, Elisabeth parlait du rapport à l'école, des élèves déjà en difficulté aujourd'hui avec le confinement et l'école à distance, c'est les élèves qui décrochent le plus rapidement. Tu parlais aussi de fractures technologiques, on le voit au quotidien aussi, effectivement, ne serait-ce que pour des choses qui ont l'air très simples pour vous et moi, c'est-à-dire tirer une attestation de sortie. Pour certaines familles, c'est compliqué, c'est le bout du monde. Parce qu'il n'y a pas d'imprimante, parce que c'est pas simple. Voilà. Effectivement, alors, on voit bien les revenus de certaines familles diminuent. Par contre, les dépenses, notamment les dépenses contraintes et incompressibles, elles ont tendance, elles sont toujours là ou elles augmentent. Oui, le loyer, il faut que tu continues à le payer. Donc, un moratoire sur les loyers, notamment dans le parc public, c'est une question qui se pose, voilà, qui est légitime. Sur les dépenses contraintes qui augmentent, oui, à partir du moment où tu restes confiné à la maison, les dépenses d'électricité, d'eau, etc., augmentent mécaniquement. Et effectivement, donc on a des familles qui se retrouvent à devoir choisir entre se nourrir ou se chauffer ou etc. Bon. Donc oui, là les pouvoirs publics, elles ont un rôle à jouer. Là aussi, ils ont un rôle à jouer en matière de soutien et de redistribution et la richesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment, enfin, on voit bien des familles qui ont le sentiment d'être abandonnées par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que, et je répète, hein, on ne touche qu'une infime partie, enfin voilà, très modestement, voilà, on touche peu de personnes, mais les personnes qui arrivent jusqu'à nous, elles nous le disent ça. Elles nous disent, mais on a le sentiment d'être abandonnés. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont aussi le sentiment d'être montrés du doigt. Parce que voilà,
y a aussi ça, la face cachée aujourd'hui de l'accroissement des inégalités et des difficultés à aider tout le monde ou à aider les gens qui sont dans le besoin, c'est que le sentiment d'injustice, il touche à la fois ceux qui sont dans le besoin et qui sont aidés, et ceux qui sont dans le besoin et qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas aidés, soit parce qu'elles n'ont pas l'information, soit l'accès au droit, soit l'information et la connaissance sur à quel guichet vers quel guichet se tourner. Donc là aussi, on parle souvent de fraude fiscale, de fraude sociale, mais la question du non-recours au droit aussi, c'est une question importante. Ouais. Et aujourd'hui, on a des populations livrées à elles-mêmes qui ont des droits, mais qui ne le savent pas, ou qui n'osent pas, soit elles ne connaissent pas leurs droits, soit elles n'osent pas franchir le pas, d'accord ? Et donc, ça alimente le sentiment d'injustice, la bile, le ressentiment, et ça aussi, moi, ma crainte, elle est là aussi, une sorte de guerre sociale entre les pauvres, quoi, entre ceux qui sont aidés et ceux qui ont le sentiment que ce sont toujours les mêmes qu'on aide. Donc là aussi, d'où la nécessité d'être extrêmement transparent sur les conditions d'attribution. Est-ce qu'on ne pourrait pas systématiser là aussi l'accès au droit, rendre l'accès au droit plus facile, plus simple. On sent bien aujourd'hui que des aides existent, mais qu'il y a des populations qui sont pourtant éligibles à ces aides, mais qui n'y ont pas accès. Oui, c'est là que les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer aussi. Parce que tout ne va reposer uniquement sur la bonne volonté du milieu associatif. Nous, on jouera notre rôle. Enfin, s'il faut transmettre des informations fiables, avoir le bon numéro pour obtenir le bon interlocuteur et avoir la bonne réponse. Parce que là aussi, c'est pour avoir le sentiment d'être baladé à droite à gauche ou de passer toute sa journée à essayer de joindre tel ou tel service. C'est pour ça que je reviens sur la question de tout à l'heure, celle on sait bien qu'il y ait cette aide exceptionnelle de 105 €, etc. Mais quel numéro, quoi, à qui on s'adresse et quand est-ce que ça arrive? Et puis, il y a une autre catégorie de population aussi moi je vois en parlant avec les habitants de la cité qui viennent, qui poussent la porte quand on est là, en fait ce sont les retraités. Les retraités qui touchent les petites retraites et qui me demandent de venir à l'épicerie. Et là, en ce moment, oui, je dis oui, parce que voilà. Mais quand je leur dis qu'il faut passer par les services sociaux, eh bien, ce sont des personnes qui, je t'assure, qui ont un hoquet de surprise parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et pour eux, c'est indigne de franchir la porte du service social de la mairie ou du département. Et que c'est pas possible, ils me le disent, c'est pas possible, madame, j'ai travaillé toute ma vie et j'ai jamais rien demandé à personne, j'ai toujours payé mes factures. Et vous vous rendez compte, là, je suis obligée, vous me dites qu'il faut que je passe par les services sociaux. Là, en ce moment, quand ils poussent la porte et qu'ils me demandent, ils viennent, ils entrent. Je fais pas de dossier. Ils font leurs courses. Parce que c'est encore plus difficile pour eux en ce moment. En plus, ils sont confinés. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Ils n'ont pas le moral. Donc, ça leur fait un petit moment un peu. Parce qu'il n'y a pas aussi que la question alimentaire aussi. Il y a, même si on a supprimé le coin accueil, où d'habitude, on les accueille, on boit le café, on discute, on échange. On fait des recherches sur Internet pour eux, on imprime des trucs. Là, on n'a fait que la partie épicerie. Mais même ce temps-là, on prend le temps de discuter au moins, de donner à chacun 5 minutes pour voir comment ça va, s'ils ont le moral. Et puis dans le sentier, maintenant, on met des chaises à 1,50 m les unes des autres, ils s'asseyent, on discute. On a les masques et compagnie. Et, parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi ce côté-là de soutenir un peu le moral des gens, quoi. Leur dire que c'est normal que 2 gosses dans un appartement toute une journée, au bout d'un moment, ça saute sur les lits, ça saute sur le canapé, ça crie, ça jette les trucs de colère, ça met des coups de pied dans les portes, c'est tout à fait normal. On a une bénévole ancienne médecin à la retraite de PMI, qui justement vient et parle de ça aux parents. Parce que on sent bien que ça commence à monter la tension. Là, les mômes toute la journée à la maison, il y en a certains,
c'est compliqué, quoi. Et puis, quand c'est les ados, on leur dit que déjà, quand c'est la période normale, la crise d'adolescence, c'est pas facile. Mais là, en confinement, si tu as 3 ados à la maison, respire un grand coup, va dans la salle de bain, prends une douche, je sais pas, fais quelque chose, mais c'est normal. On essaye de leur dire que c'est normal, que leurs enfants sont comme tous les autres enfants, parce qu'il y a ça aussi. Et comme ils sont dans des appartements où c'est très sonore, parce que c'est des constructions d'il y a je ne sais pas combien d'années, ils ont honte quand les voisins entendent les mômes gueuler. Ils ont honte quand le gosse fait une colère. Ils vous rendez compte, les voisins? Je dis, mais vous allez toquer à la porte des voisins et vous leur dites, de toute façon, les voisins, ils ont des enfants, peut-être, certainement, donc vous leur expliquez. Moi, je sais que quand mes gosses faisaient des colères exprès, ils hurlaient pour que les voisins entendent. Je descendais chez le voisin, je disais, si vous appelez le 119, vous leur dites que je suis OK pour qu'ils viennent voir le gamin qui fait la colère. Parce que c'est ça, ils ont peur aussi. Parce que déjà, ils sont certains suivis par les services sociaux, mais si en plus les voisins appellent enfance maltraitée parce que le mot hurle, parce que il y a tout ce truc. Et en plus aussi, c'est ça, ils n'osent pas sortir les gamins. Je leur dis qu'ils ont le droit de sortir les enfants. Je leur dis, mais on a le droit de promener son chien, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de sortir les gosses. Donc il y a des gosses, là, ça fait 1 mois et demi qu'ils ne sortent pas du tout. C'est dramatique, hein, ça. Ça, je ne sais pas dans quel état psychologique ils vont être. C'est clair. Non, mais ça, c'est sûr qu'à mon avis, on sous-estime beaucoup l'effet psychologique et les dégâts psychologiques que crée le confinement. D'où le fait aussi que les associations, ça ne sert pas seulement pour aider, mais aussi pour créer ces liens, pour rompre l'isolement, pour rassurer sur des points. Et ça, c'est important. Et puis, l'autre point que tu soulevais, Jamel, que je pense est fondamental aussi, c'est de rappeler que la pauvreté, ce n'est pas juste une question de moyens financiers, c'est aussi un problème de non-accès aux droits. Et ça c'est une des choses qui est très marquante dans la pauvreté. Peut-être pour terminer cette audition très riche, et je vous en remercie tous les deux, est-ce que comment les gens peuvent vous aider? Principalement par l'appel aux dons que vous avez fait. Est-ce que vous avez d'autres choses peut-être pour conclure à rajouter ou sur comment les gens peuvent éventuellement aider, que ça soit à Villejuif ou d'ailleurs ailleurs, hein, parce qu'il y a des structures qui existent un peu. Je pense que notre cas n'est pas singulier. Hein. Je pense que ce qu'on va dire est assez banal. Aujourd'hui, les besoins en bénévoles sont pourvus. C'est-à-dire que les bénévoles sont revenus. Voilà, il y a eu un moment un peu là, de sidération au début du confinement. Aujourd'hui, on voit bien que les bénévoles sont même très demandeurs. Parce qu'il y a la question, c'est pas tant ce qu'on apporte, nous, en tant que bénévoles, aux gens, c'est aussi ce que les gens nous apportent, enfin, le sentiment d'utilité sociale, etc. C'est pas unilatéral. Hein. Donc, au niveau des moyens humains, aujourd'hui, on est plutôt bien pourvu. Au niveau des moyens financiers, matériels, effectivement, d'une part que les pouvoirs publics jouent leur rôle, c'est-à-dire que elles ont promis, il y a des subventions qui sont votées, il faut débloquer les moyens au plus vite. Voilà, il faut devancer l'appel. Des rallonges ont été votés, là aussi, il faut vraiment, parce qu'on a vraiment besoin de moyens financiers. En plus, de toute façon, ça soutient l'activité aussi, quoi. Enfin, c'est cet argent que nous distribuent, que nous donnent les pouvoirs publics via leurs subventions. Ce sont des liquidités qu'on réinjecte automatiquement dans l'économie, parce que nous, on les utilise pour se ravitailler. Et puis, il y a l'appel aux dons aussi, hein, faire jouer la solidarité des Français. Et effectivement, on a été très surpris de la réactivité. Hein, à partir du moment où on a fait appel à des dons privés, les dons sont arrivés. Donc voilà, cette partie-là, aujourd'hui, en tout cas, elle est en cours donc ça, c'est très bien. Mais j'insiste là-dessus, tout ne peut pas reposer uniquement sur la charité, quoi. Je pense que là, la question de la solidarité, du rôle de l'État, des pouvoirs publics, il faut que l'État montre l'exemple, quoi. Quand je dis l'État, c'est l'État au sens large, hein, l'État, les collectivités locales. Je suis désolé, on voit bien aujourd'hui que quand j'entends le maire de ma ville qui découvre les besoins d'une association, d'une épicerie solidaire qui se situe sur son territoire,
enfin, c'est à lui d'aller au-devant. Enfin, il n'y a pas besoin de voir une vidéo sur YouTube pour s'informer de la situation de ses administrés. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on puisse travailler avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics puissent travailler, enfin voilà, vraiment nous soutenir, nous aider. Tout à fait. Ben, moi, je n'ai rien d'autre à dire. Nous, au niveau du bénévole, on a ce qu'il faut. Les gens, au début, on n'était qu'une toute petite poignée, mais finalement, les gens reviennent effectivement parce que ils doivent se dire qu'on va finir par se fatiguer, je ne sais pas, là. Et puis ils s'ennuient, et puis ils ont envie d'aider aussi. Ils prennent conscience voilà, de l'ampleur des besoins. Donc ils prennent conscience, donc ils bravent le fait voilà, de sortir. Ils ont des masques. Voilà, je leur remplis les autorisations, là, les trucs là, professionnels. Hein. Je dis après tout, on va remplir ce papier comme ça, voilà, hein, parce que si à chaque fois il faut remplir une petite feuille, ça commence à bien faire. Il y a tous ces trucs aussi administratifs là qui sont un petit peu, voilà, parce que quand on se déplace pour l'épicerie, on ne se déplace pas pour aller se balader et tout ça, donc on remplit une mission. Donc moi j'ai dit, c'est comme si on allait au travail, hein, c'est un travail finalement. Donc j'ai dit, on va remplir ce papier-là, et puis voilà. Et puis moi, ce que je trouve aussi, c'est la lenteur des administrations, quoi. Là, il faut qu'ils activent, surtout à notre époque. Il faut arrêter. Il y a juste à cliquer sur un truc, quoi. Faut arrêter. C'est pas comme avant quand on remplissait 50 papiers avec du carbone pour envoyer le bon de toutes les couleurs, de tous les machins. Maintenant, tu pianotes 30 secondes sur ton ordi, tu cliques sur la souris et c'est parti. Donc, faut arrêter. Enfin, je veux dire, tout se fait par Internet. Voilà, s'ils en ont pour 5 minutes, faut arrêter, quoi. Pour débloquer les fonds. Pour débloquer les trucs. Je veux dire, faut arrêter de dire que ça va prendre 50 000 temps, quoi. Enfin, moi, quand je fais un virement à ma fille, dans la journée, elle l'a. Hein. Non, mais enfin, tout à fait. Il y a un truc là, il y a un truc, faut arrêter de nous faire croire que ça va mettre 2 semaines, 3 semaines, quoi. Tu fais le virement, clique, t'appuies, le jour même ou le lendemain, à la rigueur, ça arrive, quoi. Donc ça veut bien dire qu'il y a un gros souci, quoi. Et on balance la patate. Là, le maire de Villejuif me dit qu'il avait fait le nécessaire, mais c'est le trésor public, gna. Le trésor public, si je l'appelle, il va me dire que c'est non, finalement, il n'avait pas reçu le truc. Moi, j'ai même pas envie de ça. Je m'en fous. Je m'en fous de savoir à qui il a. Je m'en fous. Ça m'épuise, ça. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc un peu de souplesse, un peu d'agilité de la part des choses qui sont d'habitude un petit peu… Et qui, à notre époque, normalement, puisque tout se fait par Internet, pour moi, c'est une incompréhension. Moi, c'est une incompréhension pour moi que ça prenne autant de temps à l'époque où on a Internet, où ça peut se faire. Si vraiment il y a une vraie volonté, une vraie décision politique, c'est réglé dans l'heure qui suit. Tu donnes la consigne au gars qui a les manettes avec l'ordinateur, il clique et c'est fait. S'il y a une véritable volonté. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la volonté politique. Et un grand merci à vous deux. Merci. Et de rien. Ça fait un grand plaisir. Et à bientôt.